Paris consacrera 2 milliards d'euros au développement des énergies renouvelables en Afrique d'ici à 2020. Annonce faite aujourd'hui par le président français lors d'un sommet avec les dirigeants africains en marge de la COP21. Le dépistage maintenant est partout, le slogan qui a lancé aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida. La cérémonie présidée par le Premier ministre lance également un mois d'activité de sensibilisation sur la pandémie. Attentat de l'hôtel Radisson Blu, l'enquête avance bien. Les 2 suspects arrêtés sont toujours en interrogatoire de l'avis du procureur du pôle judiciaire spécialisé. La vérité ne saurait tarder. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Mali valablement représenté à la COP21 à Paris. Une centaine de nos compatriotes du monde scientifique, de la société civile ou politique, avec en tête le chef de l'État. Une contribution originale appelée Fonds vert pour le climat. À la tribune de la conférence, IBK a plaidé pour un lac Tchad et un fleuve Niger reverdi. À l'entame de son discours, il a rendu hommage aux victimes du terrorisme du 13 novembre à Paris et du 20 novembre à Bamako. Sori Ibrahima Keïta, Abdul Salam Bambara. Journée historique que celle du 30 novembre pour les 196 parties de la COP21. Ici, un flot peut en cacher un autre. IBK établit la plausible passerelle entre changement climatique et terrorisme, tel qu'on aura vécu les 13 et 20 novembre. Avant d'entrer dans mon propos, permettez que je m'indigne devant les victimes de la barbarie qui a vu faucher ici en France 130 victimes innocentes. Et dans mon pays, le Mali, 22 personnes dont le seul crime aura été de se trouver sur le chemin d'un tueur déterminé à éliminer toute vie en un hôtel, l'hôtel Radisson de Bamako. En cette occasion, tous ceux qui m'ont témoigné leur sympathie, qui trouvent ici notre profonde reconnaissance, tel est le monde d'aujourd'hui, autre fléau contre lequel nous devons nous unir. Tout aura donc été dit sur le fléau climatique, mais pour Ibrahim Boubacar Keïta, la répétition est pédagogique. Tout a été dit, et bien dit, au plan scientifique, au plan technique. Tout a été dit. Le président de la République ajoutera volontiers du sien, cependant, avec un style propre, pour raconter l'histoire anecdotique de ce qu'il sait du changement climatique via le lac Tchad et le fleuve Niger, l'expérience par celui qui l'aura vécu. Que le jeune malien que je suis, qui a connu dans sa jeunesse et tout le long de sa vie, un fleuve Niger s'étirant avec majesté sur l'étendue du territoire national, traversant le Niger frère, le Nigeria, pour aller dans la mer. D'année en année, ce fleuve se réduit en raison des dépôts dunaires, des dépôts apportés par les vents de sable, vus à l'horizon des rochers. Cela, on peut aujourd'hui naviguer sur le fleuve Niger est devenu une gageure. Le Niger et le Mali, pour IBK, c'est l'histoire du contenu du continent. Sans l'un, l'autre n'existerait pas. Ce fleuve est la vie, est la fête de l'histoire du Mali. Transport, hommes, équipements pour le développement du nord du Mali. Cela donc est vital pour mon pays. Sachant qu'aucune source n'est intarissable, celle du Niger, qui subit en plus des actions néfastes de l'homme, se révèle encore plus exposée. Qu'à Dieu ne plaise, que ce soit le cas du fleuve Niger. Or, si nous le prenions garde, nous aurons assisté au long d'une génération à la mort de ce grand et magnifique fleuve, comme on a assisté depuis quelques années, 30 ans, à la quasi-disparition du lac Tchad, cette mer intérieure, 25 000 km qui sont réduits aujourd'hui à 2 000 km.
D'où ces questions majeures quant à la pertinence de la COP 21, questions revues à la sauce malienne. Qu'est-ce que l'on dit chez nous? La COP 21, on a parlé de la société, mais qu'est-ce que nous pouvons entendre de nouveau? Quel en sera le résultat pour nous? Quel en sera le fruit pour nous? Vivons-nous mieux? Est-ce que nos champs seront irrigables par le feu Niger à partir de la COP 21? Est-ce que ceux qui ont fui d'abord la Tchad pourront revenir en leur lac qui aura reverdi? Tels sont les gens majeurs que nous posons. Il ne s'agit pas là de rhétorique, mais maintenant de concret. Et cela est possible, chers amis. Cela est possible si, avec courage, avec détermination, chacun de nous est venu dans un état pas dépourvu. Pourquoi nous sommes doutés un seul instant pour sortir de cette COP 21, nous serons par les décisions du gouvernement, attendues par le peuple, pour qu'enfin l'espoir revienne. Qu'ils sachent que les décisions que nous sommes à Paris ne seront pas remis en vain en un autre sommet de plus, mais que ce sommet-ci aura été pour le genre humain, pour la sauvegarde de la planète Terre, montre bien qu'on a tous. Certains l'ont dit, des voix très fortes. C'est le pape François qui se fait une façon absolue qu'au sortir de la COP 21, l'humanité soit en espoir. Tel ne doit pas être le cas. J'ose croire de toutes mes forces que tel ne sera pas le cas. Les décisions idoines, attendues, fortes, courageuses, contraignantes, car quelle que soit notre volonté, nous avons besoin à ce niveau-là d'un encadrement juridique puissant qui nous fera rappeler à tout moment nos obligations vis-à-vis de nous, de nos pays, pas seulement de l'humanité et de tous les êtres humains. Ce devoir, nous l'avons aujourd'hui. Nous pouvons encore sauver, par l'intérêt important, l'humanité, chers amis, je vous y convie, et je sais que nous ne les laisserons pas. C'est le mot qui ne fasse pas l'unanimité à la COP 21, c'est le fameux adjectif contraignant au sujet de l'accord à conclure. Mais devant la pertinence des vécus racontés, ce serait peut-être un détail. Augmentation de l'aide française au développement des énergies renouvelables en Afrique. Annonce faite lors d'une réunion des chefs d'État africains avec le président français François Hollande. Ils ont tous plaidé pour la survie du continent et particulièrement de la région sahélienne. Nos envoyés spéciaux, Nyanyalou Traoré, Sori Ibrahima Keïta, Abdul Salam Bambara et Aliou Djibril Touré. Le président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, appelle à la construction de plus de barrages en Afrique. Macky Sall du Sénégal demande un renforcement des énergies renouvelables. Le Ghanéen John Mahama Dramani déplore la déforestation massive du continent. Ibrahim Boubacar Keïta parle de l'ensablement progressif du fleuve Niger. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Les chefs d'État de la zone sahélo-saharienne qui sont présents à la COP 21 plaident pour la survie du continent. Aujourd'hui plus que jamais, il est temps, estime-t-il, d'inverser les tendances. Idriss Déby, en parlant par exemple du lac Tchad, prédit une fin tragique si rien de concret n'est fait. Le président tchadien lancera que ce lac, qui nourrit plus de 2 millions de personnes, subira incontestablement le même sort que la mer d'Aral, c'est-à-dire appelée à disparaître. Concernant l'autre grand affluent qui arrose certains pays du Sahel, dont le Mali, le fleuve Niger, c'est un homme de terrain que le chef de l'État a posé l'acuité et l'urgence du phénomène. J'ai été, je vois que c'est l'une des plus belles parts de ma vie, responsable d'ONG, Terre des Hommes France, pour la zone sahélienne. Ça a été une fabuleuse expérience pour moi. J'ai appris à vivre dans le village, dans les fractions nomades, et donc je me vante de connaître mon pays, le nord de mon pays surtout, Tinzawatin, Borges. Pour moi, ce sont des lieux de vie, des séjours partagés, des repas partagés. J'ai suivi l'évolution de ces zones-là et de l'ensemble de mon pays tout au long. Et petit coucou m'amenait dans le nord du Mali 2 fois par mois, qui me donnait l'occasion sublime de survoler le fleuve Niger à ma guise. Et j'ai vu, de mes yeux vus,
ce fleuve, au long des mois, se perdre dans les dunes de sable par les dépôts éoliens en son lit, jusqu'à rendre la navigation une gageure difficile. Il fallait toute l'habileté de l'Apto pour slalomer à travers cela et rejoindre péniblement Gao ou Tombouctou. Problème pour nous aujourd'hui, accord de paix signé au Mali, développer le nord du Mali, comment le faire sans l'apport du fleuve Niger? L'apport des énergies renouvelables dans le développement d'un pays abordé par le président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta a salué le projet y afférent qui sera dirigé par son homologue de l'Égypte. Selon le chef de l'État, rien n'est possible sans énergie. Quand on songe qu'aujourd'hui, un jeune, même Bamakoua, un jeune citadin, donc, pour étudier la nuit, est obligé d'aller sur les lampadaires publics, cela montre avec acuité le besoin d'énergie, le besoin de lumière dans le pays. Rien n'est possible et rien ne sera possible sans cette lumière-là, sans l'énergie. Donc nous soutenons entièrement, et Monsieur le Président Al-Sisi, qui tient ce dossier-là, est le bienvenu, et il a dit tout ce qu'il fait comme effort aujourd'hui. Il a dit combien il comptait sur vous-même, votre leadership, Monsieur le Président, pour booster ce dossier parmi les priorités africaines d'aujourd'hui. Après l'envoi de ces différents signaux de détresse des chefs d'État africains, la réponse des partenaires techniques et financiers ainsi que des pays amis du continent ne se fait pas attendre. La France veut donner l'exemple. Elle s'engage à porter à 5 milliards de dollars au lieu de 3 par an son aide au développement des énergies renouvelables. J'ai trouvé que notre échange d'aujourd'hui avait été particulièrement utile et avait illustré ce que l'on sait à la fois des potentiels immenses de l'Afrique et en même temps de la gravité de la situation. Ce ne sont donc pas les projets qui manquent, ce sont les financements. Et il nous faut donc engager une mobilisation mondiale. Alors la France veut montrer l'exemple et les financements destinés à la lutte contre le changement climatique à l'échelle globale passeront donc de 3 à 5 milliards d'euros par an et nous contribuerons ainsi, avec notre aide publique bilatérale, à atteindre ces fameux 100 milliards qui ont été fixés comme condition même pour qu'il y ait un accord à Paris. Un soutien de taille salué par les bénéficiaires. Je suis très satisfait des résultats de la rencontre de ce matin, puisque bon, nous ne soyons pas aussi des nihilistes. Nous sommes dans un processus global dans lequel nous sommes des acteurs. L'Afrique, évidemment, a beaucoup subi en termes d'effet du dérèglement du climat. Aujourd'hui, nous avons présenté des projets typiquement africains qui ont eu les réponses attendues avec l'engagement non seulement de la France à mettre 6 milliards d'euros d'ici 2020, mais aussi l'engagement très fort de la Banque africaine de développement. Les États-Unis d'Amérique se sont aussi engagés sur des choses très claires. Et Power Africa, la France elle-même, à travers l'AFD et la nouvelle initiative en faveur de l'éclairage solaire. Donc je pense que l'un dans l'autre, plus le Millennium Challenge des États-Unis, nous avons là déjà un départ. En attendant que les autres ne se prononcent. C'est une rencontre très heureuse. Ce n'est pas une messe de plus, comme malheureusement quelquefois c'est le cas. Cette fois-ci, c'est concret. Et je pense que la réunion de ce matin a eu le grand bonheur également de nous permettre d'aller plus loin encore par les financements. Et au sortir d'ici, le président Hollande l'a dit, il n'y a pas de temps mort, on y va directement dans le projet. Les financements sont déjà acquis, on les met en place. La Banque africaine de développement, elle promet de tripler son aide, soit 5 milliards de dollars par an, ce qui équivaut à 40% des investissements sur le continent. Avant cette réunion, le président de la République et ses pairs du Niger, du Ghana, du Nigeria et de la Guinée-Conakry ont eu une entrevue avec le secrétaire général de l'ONU. Il a été question des enjeux de la COP 21 pour le continent et aussi de la sécurité. Ils ont discuté sur comment optimiser les acquis en matière de lutte contre le terrorisme. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux.
Nous poursuivons avec ces messages du président de la République. Le premier est un message de félicitations adressé au président Roch Marc Christian Kaboré, président élu du Faso. Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser au nom du peuple du Mali, de son gouvernement, et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Le choix porté sur vous pour assumer cette haute et exaltante mission et la consécration de votre inlassable combat pour l'avènement d'une nation solidaire et prospère. C'est le témoignage éloquent des efforts que vous n'avez jamais cessé de déployer pour l'instauration de la paix, la défense des droits de l'homme et le rétablissement d'un état de droit dans votre pays. Je voudrais, en cette heureuse circonstance, vous exprimer ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des excellentes relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. En vous souhaitant plein succès dans votre œuvre de construction nationale, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple frère du Burkina Faso. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Cet autre message de condoléances, cette fois-ci adressé au président de la République du Rwanda, Paul Kagame, message ainsi libellé. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de votre mère, Madame Astéry Rutagwambwa, survenue le dimanche 29 novembre 2015. En cette douloureuse circonstance, je voudrais présenter à votre Excellence ainsi qu'à votre famille durement éprouvée au nom du peuple du Mali, de son gouvernement, et à mon nom propre, mes condoléances les plus émues. Je m'incline devant la mémoire de la défunte et prie pour le repos éternel de son âme. En vous renouvelant ma compassion et ma profonde sympathie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération. Cet autre message de condoléances adressé au président Alpha Condé, président de la République de Guinée. Le peuple du Mali, son gouvernement et moi-même sont profondément affligés par l'attaque terroriste perpétrée le 28 novembre 2015 contre le camp de la mission de l'ONU à Kidal, ayant occasionné la mort de 2 casques bleus guinéens. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au peuple guinéen, ainsi qu'aux familles durement éprouvées, mes condoléances les plus attristées et prier pour le repos de l'âme des disparus. Le Mali condamne avec la plus grande fermeté cette attaque odieuse et réaffirme sa détermination à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, tout en vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion. Je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma haute et fraternelle considération. Et cet autre message également de condoléances adressé au président français François Hollande. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès du sergent-chef Alexis Guarato du commando parachutiste de l'air numéro 10 dans la nuit du 25 au 26 novembre 2015 suite à l'explosion d'une mine lors d'une opération de ratissage au nord de notre pays. En ce moment de deuil et de recueillement, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, adresser à votre Excellence, au peuple et au gouvernement français ainsi qu'à la famille durement éprouvée, mes condoléances les plus émues. Je m'incline devant la mémoire du disparu et prie pour le repos éternel de son âme. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida avec 1% de taux de prévalence dans notre pays. C'est parti également pour un mois de sensibilisation dans toutes les régions du Mali. Lancée par le Premier ministre, cette 16e édition s'est donnée comme slogan le dépistage maintenant et partout au Mali. Daouda Sidiki Diarra.
Le monde s'engage à éliminer le VIH et le sida d'ici à l'an 2030. Cela passe par une stratégie d'accélération de la riposte dans les pays les plus affectés, notamment l'intensification des activités du dépistage. C'est dans ce cadre que s'inscrit la thématique de cette année. Dans le domaine de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, notre pays dispose désormais d'un plan national d'élimination de la transmission mère-enfant 2015-2019. Et 15 districts prioritaires ont été identifiés, dont 6 ont déjà élaboré un micro-plan pour relever les boulots d'étranglement. L'activité de prévention de la transmission mère-enfant est disponible dans 446 sites. Cela a permis d'informer et de sensibiliser 215 103 femmes enceintes vues en consultation prénatale. Après ce conseil, 163 189 femmes enceintes ont accepté d'être testées au VIH-Sida, sur lesquelles 1821 femmes se sont avérées séropositives, soit 2,9%. Longtemps considéré comme l'un des défis les plus redoutables pour la vie et la dignité humaine, le fléau du VIH-Sida est en passe d'être vaincu. Pour réussir le défi de l'élimination, il faut de la vision, il faut du volontarisme, il faut de l'ambition. Toutes choses que le président de la République a comprises très tôt et qui l'ont amené à déclarer du haut de la tribune des Nations Unies, je cite: la lutte contre le sida est un combat pour la vie, un combat de dignité absolue, un combat de dignité humaine, et que nous n'avons pas le droit de laisser quiconque derrière. Il ne faut pas relâcher les efforts car la lutte n'est pas terminée. Selon la représentante de l'ONU-SIDA, par peur d'être stigmatisées, plus de 23 millions de personnes vivant avec le VIH se cachent et ne suivent pas le traitement. Les tendances mondiales confirment que de progrès importants ont été réalisés en matière d'accès au traitement. En effet, grâce à une réduction des coûts, nous sommes aujourd'hui parvenus à mettre sous traitement plus de 15 millions de personnes sous traitement, ce qui nous permet d'avoir l'espoir qu'une nouvelle génération sans sida est possible. La réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant connaît des avancées spectaculaires, puisque 73% des femmes enceintes vivant avec le VIH ont eu accès à un traitement antirétroviral en 2014. Ceci a permis de réduire de 58% les nouvelles infections chez les enfants. D'autre part, les nouvelles infections chez les adultes ont également été réduites de 35% depuis 2000. Avec le retour progressif de la paix dans notre pays, la présidente du réseau malien des personnes vivant avec le VIH-Sida attire l'attention des autorités sanitaires. Les activités de prévention et de dépistage volontaire du VIH ne sont pas exécutées à hauteur de souhait. Spécifiquement, la prévention de la transmission mère à l'enfant. Monsieur le Premier ministre, il n'est plus acceptable qu'un seul enfant naisse infecté par le sida. La rupture des réactifs et d'analyse bilan biologique, PCR, demeure une difficulté qui joue sur la qualité de la prise en charge. Les activités d'accompagnement psychosocial au sein des associations sont timides. 4 parrains sont retenus pour soutenir les activités du mois. La première semaine a pour thème l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Les conflits et VIH-Sida, l'accès au traitement et la promotion des droits humains sont respectivement les thèmes des 2e, 3e et 4e semaines du mois. La visite des stands par le Premier ministre a mis fin à la cérémonie de lancement des activités du mois de lutte contre le VIH-Sida. En lançant ces activités, le Premier ministre Modibo Keïta a salué le courage et l'engagement de tous ces acteurs mobilisés dans la lutte contre cette pandémie. Le Premier ministre que je propose d'écouter au micro de Daouda Sidiki Diarra. Si les médicaments nous aident à vaincre la maladie, les femmes que nous avons vues sont des héroïnes, puisqu'elles expriment leur volonté inébranlable
de vaincre le mal. Elles ont opté pour la vie, pour conjurer la mort et la maladie. Le chant que nous avons entendu partait presque de la terre jusqu'au ciel pour dire l'espoir des hommes de vivre malgré toutes les adversités. En cela, elles ont été réconfortées par les différents messages que nous avons entendus ici, au moment où nous étions pratiquement préoccupés à faire des décomptes macabres. Jour après jour, on vient de nous apprendre que désormais, les hommes peuvent espérer vaincre la maladie du sida. Ceci est un espoir. Mais il va nécessiter, bien entendu, que les hommes et les femmes mettent tout leur poids dans la balance pour que cette maladie n'ait plus le dessus. Nous avons pu constater que les valeurs culturelles sur lesquelles repose notre société, ces valeurs dignes nous ont amenés à considérer ceux qui sont infectés ou infestés par la maladie comme un autre nous-mêmes, que nous ne devons pas rejeter, que nous devons considérer comme des êtres à part entière, qui ont droit à la vie, qui ont droit à l'espoir, qui ont droit au bonheur. Mais vous savez, au moment où s'ouvre cette journée mondiale, le contexte de notre pays est marqué par des actes de violence qui ont durement éprouvé notre peuple, que nous avons condamné avec la dernière vigueur, parce que nous aspirons, vous et nous, travailler pour que la condition humaine puisse échapper à la violence de l'espèce humaine. Une espèce humaine dont une partie que nous avons vue était presque déshumanisée. Peut-être conviendrait-il à ce moment de joindre nos vœux et nos prières, non seulement aux victimes du sida, mais aux victimes de cette agression barbare que nous condamnons de tout notre cœur. Alors nous avons pu comprendre que dans la vie des hommes, ce qui est important, c'est de ne pas perdre espoir. Et ce qui est important, c'est de savoir que l'homme avec la bénédiction de Dieu est aussi l'artisan de son propre destin. Et qu'il appartient d'œuvrer dans ce sens-là, pour ne pas se reposer derrière un fatalisme en disant « je ne peux plus rien ». Il faut vouloir et pouvoir faire tout ce que l'on peut. C'est ça le sens de la vie humaine. Alors on m'a dit que cette journée est placée sous le signe aussi de la volonté des pays, des nations du monde de vaincre le sida d'ici 15 années. Alors le temps de l'homme n'est certainement pas le temps historique, mais 15 années dans la vie des nations, c'est peu de choses. J'émets le vœu le plus ardent pour que de milliers de participants à cette cérémonie puissent ce jour-là venu dire « nous avons fait ce que nous avons pu ». Mesdames et messieurs, surtout les jeunes, ayez du courage. Alors nous avons salué la volonté du président de la République de mettre en place un fonds national de lutte contre le sida. Cela ouvre des perspectives heureuses. Mais à cette étape, il nous faudra dire que si nous sollicitons la contribution des partenaires techniques et financiers que nous saluons ici, nous devons faire preuve de beaucoup de rigueur dans la gestion.
nous devons nous convaincre qu'il n'y a pas de petites économies. Nous devons nous convaincre que les dépenses, quelles qu'elles soient, doivent être analysées à l'emprunt de la qualité et de la quantité de services à offrir aux malades du sida. Voilà ainsi lancé le mois de lutte contre le VIH et le sida. Fin de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités, 30 jours durant. Les conseillers nationaux ont discuté de tous les aspects socio-économiques liés à la décentralisation. Le compte rendu de Mahamadou Doumbia. Après 30 jours d'écoute, les travaux de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités viennent de prendre fin. Une session notamment marquée par l'élection de nouveaux présidents, fruit d'une démarche consensuelle. Après une bonne pluviométrie, l'espoir est permis pour les populations, a souligné en substance le président du Haut Conseil des collectivités. Le Mali a montré sa résilience face à la crise de mars 2012 et aujourd'hui, tous les actes concourent au retour de la croissance liée au dynamisme de l'ensemble des secteurs d'activité. Les collectivités se réjouissent des initiatives prises en faveur du monde rural qui bénéficiera d'un appui exceptionnel d'environ de 15% du budget d'État. Dans son discours, le président du Haut Conseil de collectivités n'a pas oublié le secteur minier qui soutient notre économie entre autres. Les collectivités apprécient vivement l'annonce d'une nouvelle ère minière au Mali, exprimée lors des journées minières et pétrolières organisées dans notre pays. Encore faudrait-il que les retombées, pour qu'elles soient gérées à travers les plans de développement communautaire entre les mines et les collectivités, et cela avec transparence et traçabilité. Naturellement, la rencontre de Paris sur le changement climatique, source de réchauffement de la planète Terre, a été évoquée. Suite à l'attentat perpétré le 20 novembre dernier à l'hôtel Radisson Blu, le président du Haut Conseil de collectivités a souligné la compassion de toute son institution. Notre élan d'allégresse pour le repos de l'âme des disparus, que le bon Dieu les accueille dans son paradis éternel et accorde prompte guérison aux blessés. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali porte à la connaissance des citoyens, des candidats, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la proclamation des candidatures validées à l'élection législative partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale d'Ansongo, scrutin du 10 janvier 2016, il est écrit 2015 ici, je crois qu'ils se sont trompés, c'est plutôt 10 janvier 2016, aura lieu le mercredi 2 à partir de 14 h au siège de l'institution 6 à l'ACI 2000. Les personnalités structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Le personnel de l'ORTM a rencontré aujourd'hui son ministre, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement. Les échanges ont porté sur les préoccupations des agents et aussi sur la loi relative à la division de l'ORTM en deux entités. Alpha Maïga. Ah, l'ORTM, ça va pas, hein? Bon, ça va pas. Je peux rien dire. À mon avis, ça va. Face à une telle situation, le ministre de la Communication a tenu à rencontrer le personnel de l'ORTM. Tout d'abord, il a félicité ces hommes et ces femmes qui travaillent de jour comme de nuit. Lors de la prise d'otage à l'hôtel Radisson, les équipes de l'ORTM ont fait preuve de beaucoup de courage et de beaucoup de professionnalisme. Vous aurez remarqué que les images qui ont fait le tour du monde, au niveau des plus grandes chaînes du monde, c'était les images de l'ORTM. Dès les premières heures, les équipes de l'ORTM étaient là, en risquant souvent leur vie. Et ils ont à juste titre demandé que désormais, lorsqu'ils vont dans des reportages aussi périlleux, qu'ils puissent être équipés avec l'accord du ministre de la Défense des gilets pare-balles. Ce n'est pas tout.
Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a voté une loi relative à la scission de l'ORTM en 2 entités distinctes. Et sur la question, les travailleurs de l'ORTM et le ministre ne semblent pas être sur la même longueur d'onde. Nous avons déposé un préavis de grève dans lequel nous réclamons l'annulation pure et simple, c'est-à-dire l'abrogation de ces lois, de ces 2 lois, sur l'ORTM et sur la SMTD. Il y a des incompréhensions, mais que nous allons surmonter. Là où le syndicat a posé des questions qui sont tout à fait objectives, et je pense que nous ne devons pas fuir le débat, nous devons nous asseoir avec le syndicat pour chercher les solutions, c'est qu'il y a des mesures d'accompagnement importantes qu'ils ont exigées. Ces questions sont des questions sur lesquelles on doit et on peut discuter. Ça ne nécessite pas, me semble-t-il, d'aller en grève. Parce que de toutes les façons, la grève finira par se discuter. Je leur ai dit donc qu'il vaut mieux qu'on s'assoie, qu'on liste la série de mesures d'accompagnement. Étant entendu que le chef du gouvernement et le président de la République, malgré les difficultés que notre pays a, mettent la communication au centre de l'action gouvernementale. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, tout ce qui n'est pas su n'existe pas. Au terme des échanges, le ministre s'est dit satisfait. Le dialogue continue. L'atmosphère était très électrique au début, mais vous voyez, à force de parler, à force d'explication, à force de pédagogie, au moment où on se quittait, j'avais l'impression en tout cas qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes d'accord qu'il soit ouvert et nous sommes d'accord pour aller au dialogue. Nous allons avec nos armes, nous allons sortir avec une victoire. Avant de prendre congé des 916 agents de l'ORTM à travers 9 directions et 2 services d'appui, le ministre a demandé de redoubler d'efforts, de travailler et surtout de mépriser les moqueurs et les envieux, comme pour dire que c'est au pied du mur que l'on reconnaît le vrai maçon. L'ORTM, c'est la vitrine du pays, a-t-il conclu. L'ambassadeur et le vice-consul du Mali en France informent la communauté malienne que les travaux de la commission administrative de révision des listes électorales de la juridiction de Paris se déroulent actuellement au consulat général du Mali en France, 6 au 53 rue Ocha-Bagnolet, et prendront fin le 31 décembre 2015. Les 10 travaux porteront sur les opérations suivantes: la radiation et le transfert des électeurs inscrits sur la liste biométrique du fichier RAVEC, la validation des lieux de vote, des omis et des nouveaux majeurs. À cet égard, l'ambassadeur et le vice-consul invitent les électeurs intéressés par ces différentes opérations à s'adresser à la commission de révision des listes électorales tous les jours ouvrables de 10h à 17h. L'enquête sur l'attaque de l'hôtel Radisson Blu avance. 2 suspects ont été arrêtés. Les enquêteurs estiment qu'il y a d'autres suspects qui sont activement recherchés d'ailleurs. Les analyses des objets retrouvés sur les terroristes sont également en cours. Et de l'avis du procureur du pôle judiciaire spécialisé, Boubacar Sidi Samaké, en charge de l'enquête, la vérité ne serait tardée. Il est interrogé par Sidiki Dembélé. Nous sommes en train de passer au pain fin tous les objets que nous avons trouvés sur les lieux, susceptibles de nous donner des informations sur les assaillants, susceptibles de nous permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. À ce jour, nous avons plus de 140 scellés que nous sommes en train d'examiner. Il y a beaucoup d'expertises qui sont en cours, beaucoup de réquisitions qui sont en cours d'exécution pour nous permettre de mettre la lumière sur ce qui s'est passé ce jour-là à l'hôtel Radisson. On a vu que la semaine passée, vous avez arrêté 2 complices. Effectivement, nous avons 2 complices, pas des complices je dirais, c'est d'abord des suspects, c'est différent de complices. Ils ont parlé? Ils ont été interrogés, mais je ne pourrais pas à cet instant vous dire ce qui en résulte exactement. Il s'agit d'un certain Adama Maïga et d'un certain Seydou Djebkile. Monsieur le procureur, à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on sait exactement qui est derrière cette attaque-là? D'autant plus qu'on sait que ça avait été revendiqué par 2 groupes terroristes. Comme je vous l'ai dit, je ne souhaiterais pas rentrer dans certains aspects de nos investigations, mais de plus en plus, on a des éléments qui nous orientent vers un groupe
Je ne souhaiterais pas le dire pour le moment, mais nous avons des éléments, je ne souhaite pas le préciser à cet instant, puisque ce sont des investigations qui sont en cours, ce sont des hypothèses qui sont avancées, que le cours ou les résultats des investigations vont corroborer ou infirmer. Dans ce travail-là, vous êtes aidé par des partenaires étrangers. Alors, quelle est exactement leur contribution dans ce travail-là? Effectivement, dès le début de cette affaire-là, nous avons bénéficié de l'assistance internationale. Aujourd'hui, nous avons l'assistance de l'aménagement, d'ailleurs, qui a eu à faire une expertise sur les 2 armes qui ont été retrouvées avec les assaillants et qui nous a permis de retracer ces armes. Nous avons l'assistance des États-Unis d'Amérique, nous avons l'assistance du Canada, nous avons l'assistance de la Belgique et d'autres organismes qui sont là en train de nous assister, de nous appuyer dans les investigations qui sont en cours. Alors, monsieur le procureur, l'enquête va prendre combien de temps, selon vous? Je ne peux pas me déterminer sur la durée que les investigations auront, mais bientôt, en tout cas avec les éléments que nous avons, nous allons ouvrir une information judiciaire. Bien sûr que nous allons continuer à rechercher les auteurs, les complices, en tout cas toutes les personnes dont la responsabilité pourrait être recherchée dans la commission de ces faits. Et pour ce faire, je continue à lancer un appel à tous les citoyens de porter à la connaissance des autorités compétentes toutes les informations, tous les faits susceptibles d'avoir un lien avec l'attaque de l'hôtel Radisson. Atelier de renforcement de l'exécution des projets de la Banque islamique de développement dans notre pays, le nouveau portefeuille de la BID en exécution au Mali s'élève à plus de 145 milliards de nos francs. Les participants se familiariseront donc avec les procédures de décaissement et d'exécution des projets financés par la dite banque. Compte rendu à Galia Gagissa. C'est au regard des difficultés rencontrées dans l'exécution des projets financés par la Banque islamique de développement que se tient cet atelier de 3 jours. L'exemple le plus palpant est celui des interprétations divergentes des procédures et processus régissant le déroulement du cycle de projet. Combien de fois avons-nous exprimé notre déception, même silencieuse, lorsque dans l'attente d'une mission d'évaluation, nous sommes informés que la documentation disponible est insuffisante pour entreprendre cette évaluation. Combien de fois avons-nous ruminé notre désapprobation face à la demande constante de la BID de la reprise d'une procédure de passation de marché pour diverses raisons sur lesquelles nous avons eu des interprétations divergentes. Des préoccupations qui auront sans nul doute des réponses dans les différents exposés et débats qui marqueront cette rencontre. À l'issue des exposés, des études de cas et des débats, les participants à cet atelier devront avoir une meilleure connaissance du cycle des projets financés par la BID et des procédures de passation de marché ainsi que de décaissement des ressources dédiées au financement des projets. Actuellement, le portefeuille en cours d'exécution de la BID au Mali est constitué de 17 projets représentés par vous tous ici pour un montant de 353 millions de dollars États-Unis, parfaitement alignés sur les secteurs prioritaires de développement du Mali, tels que l'agriculture, l'eau et l'assainissement, l'énergie, le transport et l'éducation. Au Mali, le financement de la BID se chiffre à hauteur de 549 milliards de francs CFA, un montant qui a servi à soutenir à la fois les secteurs publics et privés. Les secteurs privés, on en parle également dans ce reportage des bailleurs de fonds du Mali qui ont rencontré
les opérateurs du secteur privé pour échanger sur les opportunités de promotion de leur secteur. Chefs d'entreprise et organisations professionnelles du secteur privé ont mis à profit cette opportunité pour étaler projets et contraintes. Al-Husseini Touré. Une économie compétitive, dynamique et résiliente, bâtie sur l'égalité des chances grâce à des réformes judicieusement menées, c'est l'ambition des animateurs actuels du secteur privé malien qui espèrent trouver auprès des partenaires techniques et financiers une oreille attentive et bienveillante. D'abord, nous, être présents à cette séance de travail avec les partenaires techniques et financiers, l'idée première, c'est de comprendre d'abord leur mode de fonctionnement et les cadres dans lesquels les PTF interviennent. Après ça, je pense que nous sommes là aussi pour partager avec eux les préoccupations, les problèmes que nous rencontrons, que le secteur privé malien rencontre, et voir dans quelle mesure ces préoccupations peuvent être prises en charge dans leur, cadre de concertation avec l'État, le gouvernement. Initiateurs de cette rencontre, les bailleurs de fonds restent à l'écoute de leurs interlocuteurs et profitent de l'occasion pour leur expliquer le fonctionnement de leur structure en tant qu'entité d'appui au développement du Mali. On part du principe que l'aide au développement ne suffit pas pour développer. Le développement d'un pays, c'est son secteur privé. Ce sont ses entreprises. Ce sont les entreprises qui développent un pays. Donc l'idée, c'est comment les PTF peuvent être davantage au service des entreprises maliennes, les écouter, qu'elles nous disent leurs objectifs, leurs besoins, et comment, de notre côté, nous, on peut essayer de les aider. Gageons que de ces discussions sortiront des propositions susceptibles de faire émerger une nouvelle dynamique au sein du secteur privé. Signature d'un protocole d'entente entre le ministère américain de la Santé et celui malien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est en fait le renouvellement d'un accord établi depuis 1989 pour la recherche sur les maladies et autres échanges scientifiques. Madame Sagara. Les deux parties renouvellent un accord qui existe depuis 1989. Les États-Unis, satisfaits des efforts des chercheurs maliens dans le domaine de la santé et des autres sciences, s'engagent à renforcer leurs capacités financières et logistiques pour les années à venir. Posé depuis 1989, les études sur le paludisme et plus récemment les études sur les maladies tropicales négligées. La relation entre les instituts nationaux de santé des États-Unis et le ministère de l'enseignement supérieur nous donne beaucoup de fierté. Cette collaboration nous a permis d'envoyer plus d'une douzaine de Maliens dans des universités américaines. Cette formation nous a permis de renforcer les capacités de nos collègues maliens. Ce partenariat exemplaire, établi autour du programme de lutte contre le paludisme, est de nos jours étendu à plusieurs autres programmes. Il a permis la création et l'équipement de nombreux laboratoires de classe internationale. Il a également permis la formation d'un noyau important d'enseignants-chercheurs. Récemment, il a été enrichi par la création du Centre universitaire de recherche clinique et le Centre africain d'excellence en bioinformatique. Avant tout exercice, l'ambassadeur et le ministre ont tenu à rendre hommage aux victimes de l'attentat du mois dernier. L'ambassadeur a ensuite réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés des cerveaux maliens qui, pendant ces quelques années, ont prouvé leur savoir-faire sur l'étude du vaccin antipaludien et le diagnostic des cas du virus d'Ebola durant l'épidémie. Il a ensuite témoigné le dévouement des grands professeurs maliens dans la recherche scientifique avec la mise en place de 21 laboratoires et l'emploi de plus d'une centaine d'experts qui maîtrisent tous parfaitement l'anglais. Au Burkina Faso, gagnants et perdants célèbrent la réussite des élections. Roch Marc Kaboré l'a remporté dès le premier tour avec 53,5% des voix. Bien qu'ancien Premier ministre de Blaise Compaoré, il a su apparaître comme le candidat du changement dans un pays en crise depuis plus d'un an. Son sérieux rival Zéphirine Diabré a obtenu 21,65% des voix. Il avait reconnu sa défaite quelques minutes avant l'annonce des résultats provisoires hier par la commission électorale indépendante.
Alors que depuis l'indépendance du pays en 1960, les dirigeants burkinabés étaient presque toujours arrivés au pouvoir par la force. Cette victoire revêt un caractère exceptionnel. Elle doit, avec les élections législatives organisées en parallèle, parachever la transition parfois chaotique ouverte avec la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014. La Commission des travaux publics de l'habitat et des transports de l'Assemblée nationale a effectué une visite sur le site des maisons démolies de Souleymane Bougou. Cette visite fait suite à la requête du collectif des victimes des démolitions de Souleymane Bougou adressée aux députés. Nouhoun Sissoko. Cette visite de la Commission des travaux publics, de l'habitat et des transports de l'Assemblée nationale s'est intéressée à la bande touchée par les démolitions des maisons et de soubassement de Souleymane Bougou. Les élus ont également constaté sur place d'autres habitations qui étaient concernées par cette opération de démolition. Ensuite, à une requête qui est arrivée sur le bureau de l'Assemblée par les populations dont leurs maisons ont été démolies à Souleymane Bougou. Donc nous sommes sur le site pour constater, voir exactement ce qui s'est passé et rendre compte à l'Assemblée nationale. Les responsables du collectif des victimes des démolitions de Souleymane Bougou ont apporté des éclairages sur ce litige foncier, une situation qui a entraîné la destruction de beaucoup de maisons, dont certaines à étages. Dans la correspondance que les habitants de Souleymane Bougou ont adressée à l'Assemblée nationale, le nombre d'habitations, le nombre de maisons démolies est très bien énuméré, le nombre de clôtures, le nombre de soubassements, le nombre de terrains vides est connu. Donc nous avons l'idée de cela, nous les connaissons, c'est de ça il s'agit et c'est cela qui sera aussi traité par le bureau de l'Assemblée nationale. La Commission des travaux publics, de l'habitat et des transports de l'Assemblée nationale n'a pas vocation à trancher ce différend selon son président. Elle doit produire un rapport à l'intention de la représentation nationale. Ouverture ce mardi à Caille de la deuxième session de la Cour d'assises. Pendant 17 jours, 37 affaires impliquant 60 accusés seront soumises à l'examen de la Cour. Kansoutou Kanté. Cette deuxième session de la Cour d'assises de Caille, la dernière de l'année 2015, qui durera 17 jours, comporte à son rôle 37 affaires criminelles qui se répartissent en infractions contre les mœurs, les atteintes à la vie, assassinat, meurtre, coups mortels, infanticide, les atteintes aux biens, en l'occurrence les vols qualifiés, le trafic international de stupéfiants, entre autres. Dans son réquisitoire, le procureur général n'a pas manqué de rappeler qu'au niveau de la Cour d'appel, tous les dossiers en état d'être jugés sont programmés. Idrissa Arizo Maïga a mis à profit cette deuxième session pour faire une digression sur 3 points fondamentaux dans l'exercice du service public de la justice. Le premier concerne le contrôle de la police judiciaire, consacré par la loi. Il doit être permanent. Le deuxième point concerne l'exécution des décision de justice pénale. Au niveau de la Cour d'appel, aussi bien qu'en première instance, le constat est loin d'être reluisant. Une vraie plaie du service public de la justice. Intervenant au nom de l'ordre des avocats, Maître Monkoro a promis qu'ils tenteront d'être la voix de l'innocent qui peine à démontrer son innocence et celle de la victime qui souffre à dire sa peine. L'avocat ne peut rester neutre lorsque le décès de son client se joue. La victoire ou la défaite de ce dernier lui ira gain ou triste. Cependant, jamais nous ne nous départirons des règles de notre déontologie. Le président de la Cour d'appel de Caille, Salikou Diarra, a ensuite remercié toutes les autorités et les populations qui ont effectué le déplacement. Paix et réconciliation dans notre pays, les 57 tribus de la communauté Barabiche de la 6e région se sont retrouvées à Boujbéa, au nord de Tombouctou, pour échanger et parler d'un même langage. Désormais d'une seule voix, les délégués ont réaffirmé leur soutien à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du Mali. Tombouctou, Adama Djimdi. Nous sommes ici à Boujbéa, localité en plein désert à 220 km de Tombouctou sur la route de Taoudeni. C'est là que la cinquantaine de tribus arabes Berabiche s'est donné rendez-vous. Objectif, se parler, s'écouter, faire des compromis, se pardonner et se réconcilier au nom des liens sacrés qui les unissent tous.
Cette rencontre de portée historique a été une opportunité pour les tribus de se rencontrer grâce à la médiation des notables et leaders religieux de Boujbéa. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'unité nationale. C'était mon devoir de le faire et je l'ai fait pour toute la population arabe, Soraï, Peul, Bambara, tout le monde, les Maliens n'ont qu'à se prendre la main et aller en avant. Mais ce n'est pas seulement pour les Arabes, c'est pour tous les Maliens. C'est un message du président de la République, donc on est en train de suivre le même chemin de ce qu'il nous a dit. Et on remercie tous nos amis qui ont venu répondre, les 57 tribus berabiches de la région de Tombouctou, pour vraiment leur devoir, leur capacité, ce qu'ils nous ont montré. Ils nous ont tout donné entre leurs mains pour dire vraiment qu'ils sont avec nous et tout ce qu'on fait pour eux, ils sont là-dedans. Donc aujourd'hui, ils sont tous réconciliés et on remercie Dieu, alhamdoulilah, rabbil alamin, pour tout ce qui s'est passé. Les différents délégués se sont unanimement mis d'accord pour solliciter les autorités pour la mise en œuvre rapide de l'accord de paix et de réconciliation, seul gage pour la cohésion sociale, la sécurité et le développement. L'objectif de la rencontre est de rechercher la paix et la réconciliation entre tous les Berabiches. Vous êtes chez vous, à Boujbéha, pour construire notre nation sur la base de la tolérance et de la justice. Chacun de nous est responsable devant Dieu et devant la communauté pour servir les intérêts publics. Boujbéa a été un tournant décisif car les participants ont réaffirmé leur loyauté à la patrie malienne, à l'intégrité et à la souveraineté de notre pays. 14e Conseil central ordinaire de l'Union des travailleurs du Mali, il s'agissait au cours des travaux d'évaluer les actions menées par la centrale et de faire des propositions face aux ambitions de l'UNTM. Moussa Fane. Le bureau exécutif est là pour rendre compte, non pas seulement satisfaire à une exigence statutaire, mais aussi pour vous témoigner la manifestation de notre volonté commune de redresser l'UNTM, notre centrale prestigieuse. C'est en ces propos que le secrétaire général de l'UNTM a réaffirmé l'engagement de la centrale syndicale à défendre l'intérêt des travailleurs. Il s'agit aussi de célébrer la démocratie interne de notre organisation, de restaurer une discipline renforcée par l'autodétermination individuelle de chacun de nous, à endiguer les dérives qui fragilisent. Le secrétaire général a aussi invité les délégués à la cohésion pour l'intérêt des travailleurs. Je voudrais souhaiter à chaque délégué une participation studieuse au Conseil central afin que les conclusions aident l'UNTM et tous ses démembrements à aller de l'avant. Cela nous oblige à une logique, à des analyses, à des prises de position constructives. Nous serons des diables tant qu'il s'agira de défendre les travailleurs. Nous serons des diables chaque fois que l'histoire vivante du Mali nous interpelle. Nous serons des diables pour refuser les interférences intolérables dans le syndicalisme à travers la violation flagrante de la liberté et du droit syndical. Venus de toutes les régions, les délégués ont évalué les actions menées par le bureau exécutif de l'UNTM. Ils ont formulé des recommandations qui permettront à l'organisation de faire face aux défis. L'Union fait la force, dit-on, l'Office de la protection des végétaux et Mali Protection des végétaux MPC rassemblent leurs efforts et comptent regrouper en association les applicateurs de l'hygiène publique et pulvérisateurs intradomestiques. Ibrahima Choukari. L'hygiène publique a pour objet de combattre les nuisances en vue de prévenir les maladies. Et pour ce faire, il faut l'emploi sécurisé et des pesticides appropriés pour un traitement adapté à la cible, à savoir insectes et autres vecteurs de maladies. D'où cette séance de mise à niveau des applicateurs de l'hygiène publique. Un domaine sensible si l'applicateur ne prend garde. CropLife Mali, Mali Protection des Cultures et l'Office de la Protection des Végétaux OPV ont initié cette rencontre en vue de renforcer les capacités des applicateurs en hygiène publique et de les regrouper en association. Quand on regarde sur le marché, quels sont les produits que nous ne rencontrons pas? Et quand on voit les utilisateurs en ville avec des appareils sur le dos, à moto, on sait quels sont les risques qu'on encourt. Avec tous ces applicateurs, accepter de renforcer leur capacité. Il n'est pas rare de voir des produits qui sont appliqués sur le coton, appliqués dans nos maisons, dans les domiciles. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi MPC, avec l'initiative, a contacté CropLife
afin de professionnaliser, afin de donner un minimum de connaissances aux différents applicateurs sur ce domaine. La pulvérisation intra-domiciliaire est importante et c'est un devoir pour tous de s'en occuper, car il s'agit de la protection de notre cadre de vie. D'où la nécessité de mettre à la disposition des applicateurs en hygiène publique des informations utiles sur les produits et leur application. Il est très important que les pesticides soient utilisés de façon sécurisée et appropriée. Il est aussi bon de rappeler que les pesticides ont constitué un grand progrès dans la maîtrise des ressources alimentaires. Ils contribuent également à l'amélioration de la santé publique, en permettant d'une part d'éradiquer ou de limiter la propagation de maladies parasitaires et en garantissant d'autre part une production alimentaire de qualité et en quantité. Leur utilisation doit pour ce faire être encadrée. Au sortir de ces 3 jours de partage, les applicateurs ainsi routiers doivent constituer une équipe de professionnels à même d'assainir un secteur très sensible. Page noire de cette édition à Ségou, un grand du sport malien s'en est allé ce jeudi. Mamadou Libo Diarra, ex-entraîneur des équipes de Ségou et de l'équipe nationale senior. Il a été accompagné à sa dernière demeure par les responsables du sport malien, amis et parents. Fousseni Samake. Ces vibrations sonores sont les dernières qui accompagnent Mamadou Libo Diarra dans sa dernière demeure au cimetière de Ségou. 9h 1933 dans le cercle de Massina, Mamadou Libo Diarra, comptable de formation, a été l'un des pionniers du sport malien. Du poste de joueur de l'Avenir de Ségou au poste d'entraîneur de l'équipe nationale senior, Libo Diarra a été finaliste de la Coupe du Mali avec l'Avenir de Ségou en 1966 contre le Real, en 1976 contre le Joliba AC, finaliste du tournoi Cabral 1987 à Conakry, 1988 à Bitsao et vainqueur de ce tournoi en 1989 à Bamako comme entraîneur national. Les compagnons et collaborateurs gardent un bon souvenir du détenteur du diplôme d'entraîneur licence A en Allemagne fédérale. Libo a toujours cherché à mieux faire. Évidemment, moi je suis venu de l'Étoile Filante, lui du Sporting Club. Nous avons formé ensemble l'Avenir. Ensuite, on est devenus des encadreurs, des jeunes. Les Sidi, les Prophètes, tous sont en un mot l'œuvre de Libo en fait. Libo a été un compagnon de lutte. D'abord, quand j'étais joueur, je l'ai connu quand il venait avec la sélection régionale de Ségou. Ensuite, quand on préparait Yaoundé 1972, il était l'adjoint de Karl Hans Weigand. C'est là-bas que j'ai découvert l'homme. Tellement il était consciencieux, il était engagé et il était compétent. Et depuis 1984 jusqu'à 1991, où nous avons tenu la direction de l'équipe nationale, je n'ai pas eu à regretter quoi que ce soit de Libo. Il a beaucoup apporté sur le plan contribution en tant qu'acteur, en tant qu'encadreur, en tant que dirigeant, en tant que personne ressource. Donc vous voyez combien il a apporté. Nous ne pouvons que regretter ce départ-là, même si ça fait partie aussi des règles de la vie. Le chevalier et l'officier de l'ordre national du Mali laissent derrière lui 3 veuves, de nombreux enfants et petits-enfants inconsolables. Dort en paix, coach national Libo. Ainsi va la vie. Demain 10h-13h, Rachel Tessougué. Je vous retrouve si tout va bien pour les éditions du soir. Bonsoir à tous.